Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un très bon week-end. De notre côté, on vous a préparé une belle aventure. Dans un pays où poussent les baobabs et les acacias, juste à côté des plages de l'Atlantique, un pays où des pélicans pourraient bien se poser sur vos épaules. Bienvenue dans cette invitation voyage spéciale Sénégal. Évidemment, nous vous emmènerons dans la capitale, Dakar, pour une balade insolite dans le quartier de Ouakam. Au pied des collines, qu'on appelle les mamelles, on trouve des maisons aux formes étonnantes. Des constructions qui vont faire de cette plaine l'un des endroits les plus futuristes de l'Afrique dans les années 50. Impossible de ne pas accoster l'île de Gorée quand on sera au Sénégal. À 20 minutes des côtes, au large de Dakar, c'est un passage obligé pour ne pas oublier l'une des faces les plus sombres de l'histoire, celle de l'esclavage. Mais Gorée aujourd'hui, c'est aussi une île à la sérénité apaisante, où les influences venues d'Europe ont fini par épouser harmonieusement la culture sénégalaise. On goûtera ce calme bienfaisant tout à l'heure. Et pour démarrer notre escapade, on file tout de suite au sud de Dakar, là où le fleuve Saloum ouvre ses bras sur l'Atlantique. Le paysage est fascinant, vous allez voir, c'est l'une des plus belles baies du monde. Eh bien, entre la mangrove et la mer, je vais vous faire découvrir le village de Djilor Djidjiak. Un petit garçon y a gardé les vaches, il a aussi écouté les esprits dans les baobabs, avant de devenir l'un des plus grands écrivains et hommes politiques du XXe siècle. Je vous emmène dans les pas de Léopold Sédar Senghor pour l'inspiration aujourd'hui. Le delta du Saloum, l'une des régions les plus sauvages du Sénégal, organise la rencontre du fleuve Saloum et de son affluent Siné avec l'océan Atlantique, à 150 km au sud de Dakar. Entre les bras de fleuve, des centaines d'îles sont entourées d'eau douce et d'eau salée mêlée, propices à l'éclosion d'une nature préservée. Le delta du Saloum est le territoire du peuple sérère. C'est aussi la patrie du plus mythique des grands hommes sénégalais du XXe siècle, l'écrivain francophone, poète et homme d'État, Léopold Sédar Senghor. Avant d'être le premier président du Sénégal indépendant de 1960 à 1980, Senghor est le penseur de la négritude, cette affirmation d'une histoire et d'une culture propre au peuple d'Afrique. Cette pensée, Senghor l'a élaborée à partir du savoir qu'il a reçu à Paris, au prestigieux lycée Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne, quand le Sénégal était encore une colonie française. Mais c'est parmi les bras du fleuve Saloum, son royaume d'enfance, sous la protection des arbres centenaires, des femmes émancipées et des esprits des ancêtres, que la philosophie de Senghor a pris racine, et plus encore, sa poésie. Mon amour est pays de sable et de sel. Mon amour, campagne rasée et quadrillée, pays blanc dont je ne suis qu'usager. Pays d'eau et de tanne et d'îles, flottant sur les terres. Posé sur l'une de ces terres, en bordure de lagune, le village de Djilor Djidjiak est le berceau du plus grand poète de l'Afrique de l'Ouest. Joignable par le fleuve ou par les pistes, Djilor se trouve en plein cœur du territoire sérère, l'ethnie majoritaire de cette région du Sénégal. Depuis l'enfance de Senghor, au tout début du XXe siècle, les huttes aux toits de palme ont souvent été remplacées par des maisons en dur. Mais elles ont conservé la disposition traditionnelle des habitations sérères. C'est assez typique de ces maisons-là. Vous avez la concession centrale, vous avez une grande cour et souvent une partie où c'est réservé aux animaux, les chèvres et les moutons. Parmi ces espaces communautaires, les anciens sont les gardiens de traditions qui ont survécu à la colonisation et ont bercé l'enfance de Senghor. Dès qu'on arrive dans un village, ce qu'on demande, c'est le premier. On demande à parler au chef de village qui vous oriente. Vous êtes la bienvenue, qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est un peu le représentant donc, de l'administration, le chef de village. Agriculteurs autant qu'éleveurs, les sérères sont des faiseurs de pluie, comme on dit ici. Ils cultivent un lien profond avec la terre dont ils dépendent.
La routine ancestrale de ce mode de vie rural deviendra le ferment de la poésie de Senghor, dans ses recueils nocturnes et éthiopiques en particulier. Je verrai d'autres cieux et d'autres yeux, mais chaque année, quand le rhum de printemps fait flamber la mémoire, je regretterai le pays natal et la pluie de tes yeux sur la soif des savanes. L'histoire de Senghor est elle-même auréolée de l'imaginaire qui imprègne tout un pan de la culture sérère. Cette histoire commence au cœur du village, dans cette maison aujourd'hui transformée en musée à la mémoire du poète. Au début des années 1900, Basile Diogoye Senghor, un riche commerçant, passant un jour à Djilor, décide d'épouser la jeune fille de la maison. Il a déjà plusieurs femmes et de nombreux enfants, mais à entendre le présage des anciens, c'est ici que doit s'ancrer sa destinée. Diogoye vivait à Joal et il travaillait dans les maisons de commerce des Français. Et il passait dans les villages pour vendre ses produits. Quand il est arrivé donc, à Djilor, apparemment des pressentiments, ou en tout cas du côté mystique, lui a dit que c'est à partir de ce village-là que va naître un enfant dont on va parler à travers tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Et c'était l'heure où l'on voit les esprits, quand la lumière est transparente. L'âme d'un village battait à l'horizon. Était-ce des vivants ou des morts? Voilà comment Léopold Sédar Senghor est né à Djilor Djidjak en août 1906, même s'il sera déclaré officiellement en octobre 1906 à Joal, la ville de son père, plus prestigieuse comme lieu de naissance qu'un simple village de brousse. Djilor sera le décor des 7 premières années de l'enfance de Senghor. Le village même, mais aussi ses environs, où il garde les vaches comme les autres enfants de son âge. L'étang, ces étendues de terre salée, forment son horizon quotidien. Et son oncle, Toko Wali, lui en transmet la poésie. Toi, Toko Wali, tu écoutes l'inaudible. Et tu m'expliques les signes que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations. Le matin, c'était la mer. L'après-midi, ils allaient dans les champs, suivre les parents. Parce que les enfants travaillent. Hein. Ils vont au champ, ils ont toujours quelque chose à faire. Donc on l'a initié et c'est de là, je crois, est venu son amour, son goût pour le terroir, pour le paysage, comme il appelle le paysage, le royaume d'enfance. Mais ce royaume d'enfance, Senghor va devoir s'en éloigner dès l'âge de 7 ans. Au pensionnat catholique d'abord, à Dakar ensuite et enfin à Paris, il va s'initier à la culture de l'Occident, puis la transmettre à son tour en devenant enseignant. Ce n'est qu'après la libération que Senghor revient au Sénégal pour participer au destin politique de son pays et finalement le présider. Mais il reste hanté par le souvenir de son enfance et se rend souvent dans ce delta du Saloum qu'il a tant aimé, en particulier sur la presqu'île de Simal, à quelques kilomètres de son village natal. Tous les gamins que vous croisez là, ça se passe comme ça tous les matins. Ils vont au lycée, parce que le lycée est derrière nous, à Fimela. Donc ils sont obligés quand même de se taper 4 km par jour, voilà, pour aller au lycée. Donc c'est très très dur, mais bon, ils sont motivés pour aller à l'école. Donc c'est des futurs Senghor, hein, voilà. Ce ponton parcouru par les écoliers l'est aussi par des dizaines de visiteurs venus de loin. Car Simal recèle un trésor, ses bois sacrés. Dans un baobab centenaire dansent, dit-on, des génies protecteurs. Un monde de l'invisible propre aux croyances animistes que Senghor vient retrouver en secret. Quand il était président, il venait régulièrement ici pour se ressourcer parce qu'il connaît tous les arbres, tous les recoins par cœur. Et quand il avait envie de se laver, il venait la nuit sans que les gens soient au courant. Il n'y a que les ancêtres qui vont le voir, qui vont le laver, il repartait. Dans ses ablutions, Senghor puise une protection contre le mauvais sort.
À cette terre abreuvée d'eau salée qu'on appelle un bolon, il emprunte aussi le rythme de ses rimes cadencées. Vois les deux cités sœurs par-delà le bolon, la pourpre des vivants, la cité bleue des morts. Je rêve le soir d'un pays perdu, où les rois et les morts étaient mes familiers. Souffle tes mains leurs alizés dans mes cheveux, qui bruissent de délices. Senghor n'est pas le seul à fréquenter les esprits dans la presqu'île de Simal. Pêcheurs, paysannes ou femmes d'affaires, tous et toutes viennent solliciter ici les forces invisibles de la nature. Les gens viennent se purifier le corps avec un petit poulet rouge qui n'a jamais dit cocorico, donc un poulet très jeune. Et les gens sont lavés avec ce poulet. Et c'est toutes les couches sociales qui viennent là à Simal. C'est le partage de cette culture avec sa communauté que Senghor vient rechercher ici, tout autant que la reconquête de ses racines. Il a eu toutes les honneurs, mais quand même il a fréquenté aussi l'école des gens qui ne savaient pas lire ni écrire et qui savaient parler aux arbres et aux animaux. Mais ce qu'il a marqué, c'est ça, c'est semblable. Pour connaître Senghor, il faut venir jusqu'ici. Parce que là, c'est la source. Voilà. Par-delà le delta du Saloum, c'est l'ensemble des peuples d'Afrique qui partagent, selon Senghor, ce lien ombilical avec la terre natale, en dépit des clivages imposés par la domination coloniale. Une terre qui nourrit ses habitants, même dans ses parties les plus âpres. À 20 km plus au sud, sur la côte, la terre de Palmarin arbore ainsi une multitude de salines qui forment un prodigieux nuancier de couleurs. Ces cercles lunaires évoluent naturellement au rythme des marées, mais ce sont des hommes qui les ont creusés. Ou plutôt des femmes. Ici comme ailleurs en Afrique, ce sont elles qui incarnent cette osmose avec le royaume des origines. Tous les matins, je pars travailler dans les salines. Nous n'avons que ça, nous, les femmes de la région. À Palmarin, tout un groupe de femmes vient ici chaque jour pour y travailler. Les puits de sel se transmettent de mère en fille. Elles en sont les propriétaires. Avant de récolter l'or blanc, les femmes retirent la vase au prix de longues heures de labeur. Les femmes ici sont vigoureuses. Si nous n'existions pas, les hommes seraient perdus déjà. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, mais c'est une vie exemplaire. Chez les Sérères, ce sont les femmes qui gèrent la société. Ce sont aussi les femmes qui habitent le hameau accolé aux salines. Les hommes ont dû souvent partir chercher du travail en ville, loin des terres reculées du delta du Saloum. Cette figure de la femme maternelle, charnelle, spirituelle et hospitalière compose dans la poésie de Senghor une allégorie de l'Afrique idéalisée. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Je n'ai pas lu Senghor, je ne connais pas ses poèmes, mais je sais qu'il nous a valorisés, nous, les femmes noires, les femmes sérères. Car Senghor avait compris que c'était par la femme que tout pouvait se développer ici. Tout Sérère a l'obligation de connaître Senghor, parce qu'il nous ressemble. Là, mes enfants sont encore petits, mais je vais tout faire pour qu'ils apprennent Senghor à l'école. Dans le delta du Saloum, ce royaume de l'enfance, des femmes et de la spiritualité, Léopold Sédar Senghor a puisé le souffle de son œuvre poétique. Cet immense intellectuel du XXe siècle y a aussi recueilli les germes de sa conception de l'Afrique, comme refuge d'une culture partagée par tous ceux qui l'habitent. Et par la magie du verbe, cette magie si présente parmi les lagunes du Saloum, il a métamorphosé cette pensée en littérature.
Léopold Sédar Senghor est aussi le fondateur du premier festival mondial des arts nègres, à Dakar en 1966. À cette époque, seuls les Blancs se pensaient capables de faire de l'art. Il a bien prouvé le contraire. La lutte fait aussi partie de la culture du pays. Ce sport, on le pratique de manière très particulière là-bas. La lutte sénégalaise, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. À Dakar, le stade le plus grand du Sénégal s'appelle Léopold Sédar Senghor. On s'y presse par milliers pour voir jouer les Lions de la Teranga, l'équipe de foot nationale, mais aussi admirer un autre sport du cru, la lutte sénégalaise. Ils s'appellent Modou, Gris Bordeaux ou Bombardier. Ces balèzes sont des stars au pays de Senghor. Connus comme un Zidane en France ou un Manuel Neuer outre-Rhin, la lutte sénégalaise est aussi populaire que le ballon rond. Celui qui a rendu ce sport célèbre, c'est lui, Mohamed Dao Tyson. 1m98, 130 kg de muscles, une référence à Mike Tyson, le boxeur new-yorkais qui mange les oreilles de ses adversaires. Il incarne le rêve américain à la sauce mafé. Le gars parti de rien qui réussit grâce au sport gagne un bon paquet d'argent, qu'il affiche avec une grosse voiture où il écoute du rap. La lutte sénégalaise, c'est au départ une joute folklorique pratiquée dans les campagnes pour célébrer la fin des récoltes. Les hommes se mesuraient entre eux pour désigner le champion du village. Mais ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Celui qui gagne, c'est d'abord celui qui a la meilleure magie. Ça commence en musique. Avant chaque affrontement, le lutteur chante ses prouesses pour intimider son adversaire, mais aussi séduire son public. Tout ça en dansant au son des tam-tams, ces chansons reprises par les griots et les griottes. Puis on ajoute les gris-gris, les bains rituels, les prières et aussi quelques potions magiques. Et voilà, les lutteurs fin prêts à s'empoigner. En 2013, à Paris-Bercy, Baboy avait fait sensation avec ses produits miracles. La composition est plus secrète encore que celle d'un soda gazeux planétaire dont nous ne ferons pas ici la publicité. Il faut au moins ça pour éviter les mauvais coups du sort, parce que dans la lutte sénégalaise, on se frappe sans gants ni casque et ça cogne. Sinon, les règles sont simples. Le premier qui sort du cercle, qui met ses 4 appuis au sol ou qui tombe sur le dos a perdu. Avis aux amateurs. C'est spécial Sénégal aujourd'hui dans Invitation au voyage. Et dans quelques instants, à Dakar, je vous montrerai d'étranges constructions, les maisons nichons, comme les surnomment les Dakarois. Mais avant, on va prendre une embarcation pour nous éloigner de la côte. On a rendez-vous maintenant sur l'île de Gorée. Alors c'est évidemment un lieu de mémoire, mais cette toute petite île d'1 kilomètre de long offre aussi un visage unique en Afrique. Celui d'un métissage qui s'est harmonisé au fil du temps. C'est l'héritage. Au large des côtes du Sénégal, à 20 minutes en chaloupe de la bouillonnante Dakar, se situe une petite île de tout juste 1 kilomètre de longueur. Voici Gorée, comme un bijou posé sur l'eau, une île à l'origine vierge, juste fréquentée par quelques pêcheurs qui venaient y réparer leurs filets ou leurs pirogues. Un havre de paix protégé de la grande houle de l'Atlantique et de la mauvaise humeur des vents. Mais Gorée ne serait pas aujourd'hui ce petit paradis si l'île n'avait été façonnée par une histoire particulièrement douloureuse. Celle de la colonisation et de la traite négrière. Le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre et la France vont laisser des traces indélébiles sur l'île de Gorée. Paradoxalement, c'est la rencontre de ces deux mondes, de l'Afrique et de l'Occident, qui donne aujourd'hui ce visage métissé à l'île. Ces airs venus d'ailleurs qui enchantent le présent. À commencer par l'architecture. Au cœur de l'île, sur la place du gouvernement, comme dans les petites rues alentours, pas de voitures ni même de bicyclettes, mais des bâtisses et maisons qui attirent l'œil. Je pense qu'à Gorée, nous avons peut-être l'île la plus européenne d'Afrique. Et c'est pas rare de circuler dans l'île, de voir qu'il y a un riche assemblage de constructions qui rappellent les constructions françaises, anglaises, même portugaises.
et hollandaise. On a même des maisons qui ont été bâties avec un style italien. C'est ça qui fait son histoire, c'est que c'est des bâtiments qui existent depuis 3-4 siècles à certains endroits et qui ont pu passer les âges facilement. Quand on marche dans l'île, on se pose la question de savoir est-ce qu'on est vraiment dans une ville ou dans une île sénégalaise, parce qu'il n'y a rien qui rappelle le style sénégalais. Dans les ruelles sablonneuses de Gorée se dressent de grandes maisons. Témoins du métissage de l'île, elles comportent une part d'Afrique comme une part d'ailleurs. C'était une nécessité à la fois d'utiliser des matériaux locaux et d'importer des matériaux qu'on ne pouvait pas trouver ici. Donc on a importé du bois, notamment du pin provenant d'Amérique du Nord. On a importé des métaux pour tout ce qui est huisserie, pour les portes, les fenêtres, etc. Et puis on a importé des tuiles de Marseille lorsqu'il a fallu couvrir les toits, etc., etc. Mais tout le reste, c'était des matériaux importés, trouvés localement, ramassés sur le rivage, des blocs de basalte ou de la chaux, fabriqués localement avec des coquillages. Les premières maisons de Gorée n'existeraient pas sans les échanges entre les marchands européens, venus sur l'île à partir du XVe siècle, et les femmes autochtones qui servaient de domestiques, des esclaves de case, comme on les appelait. Ces rencontres vont transformer à tout jamais l'architecture goréenne. En 1444, les Portugais ont découvert, entre guillemets, l'île de Gorée, ne s'y sont pas vraiment installés. Ils ont juste installé une petite chapelle avec un toit de paille et ils enterraient leurs morts lorsqu'ils faisaient escale sur l'île de Gorée. Et puis ils ont fait du commerce. C'était juste une halte, on va dire, pour les navigateurs portugais. Quelques siècles plus tard, les Hollandais sont venus, ont chassé les Portugais. Et eux, c'était des commerçants qui ont décidé de faire de Gorée un comptoir, véritablement. Donc ils ont installé un fort pour protéger leurs intérêts commerciaux dans lequel ils entreposaient leurs marchandises, et notamment de la gomme arabique, des plumes, des cuirs. Ils faisaient beaucoup de commerce de cuir. Et puis donc, autour de ce fort, qui aujourd'hui n'existe plus, s'est installée toute une population d'autochtones qui habitaient dans des cases de paille. Une cohabitation de plus en plus étroite va s'installer entre les Occidentaux et la main-d'œuvre noire, installée dans des huttes. Les soldats du fort ont vite eu besoin de lingères, de cuisinières, de domestiques, qui sont devenus indispensables à leur vie insulaire. Et puis il y avait des échanges d'ordre plus sentimental, on va dire, dans lesquels il y avait des métissages qui se faisaient, qui ont commencé à s'opérer assez rapidement. Et ces populations métisses se sont enrichies plus rapidement que les autres. Ce sont elles qui ont construit les premières maisons en dur de Gorée. Ces couples métis décident de construire des maisons qui leur ressemblent. Métisses elles aussi. Un premier étage dédié à la vie en famille, comme en Europe, une grande cour pour cuisiner, comme en Afrique, et puis un rez-de-chaussée pour stocker les marchandises vendues aux navires de passage. Le fruit de ces métissages-là a créé une sorte de bourgeoisie métisse que certains auteurs ont appelé une société signare. Ces signares-là s'enrichissaient des échanges qu'elles pouvaient avoir avec les Occidentaux qui habitaient et qui résidaient dans l'île. Xavier est descendant de Signard. Il habite la maison de ses aïeux. Les sous-sols, jadis les magasins où l'on entreposait les marchandises, étaient jalousement surveillés par les Signards.
qui vont finir par régner sur le commerce de l'île. On a ici une représentation typique d'une signare avec ses esclaves. Hein. Ces femmes étaient somptueusement vêtues avec des soieries, des brodures d'or, des maroquins dorés, etc. Elles représentaient vraiment la bourgeoisie métisse de cette époque. Ici, bien entendu, une gravure qui montre l'actuelle maison des esclaves, qui était à l'époque la maison de la signare Nicolas Pépin. Cette maison est aujourd'hui mondialement connue, car elle est le symbole d'un passé douloureux. Au XVIe siècle, l'île de Gorée n'est en effet plus seulement un comptoir commercial. Elle devient également un port de transit pour le commerce négrier. On la surnomme alors la porte du voyage sans retour. Les sous-sols de certaines maisons, dont l'emblématique maison des esclaves, se transforment en captiverie. Les Hollandais, les Anglais, puis les Français y entassent des hommes et des femmes qui viennent des marchés aux esclaves de toute l'Afrique de l'Ouest. Séparés selon leur sexe ou leur poids, vendus contre un fusil, un baril d'alcool ou un petit miroir, ils devaient tous attendre ici dans des cachots, parfois pendant des mois, avant d'embarquer à bord des navires, direction les Amériques. En 4 siècles, des dizaines de millions d'esclaves vont être vendus pour rejoindre les plantations outre-Atlantique. Des milliers d'entre eux vont ainsi transiter par l'île de Gorée, jusqu'en 1848, où l'abolition définitive de l'esclavage est officialisée en France et dans ses colonies par l'homme politique français Victor Schœlcher. À partir de cette période-là, Gorée est devenu le principal centre de lutte contre la traite clandestine qui continuait. Partout ailleurs au Sénégal, l'esclavage se poursuivait. Et donc, beaucoup d'esclaves, ou en tout cas de personnes qui avaient peur d'être soumis en esclavage, sont venus se réfugier dans les villes. Il n'y a jamais eu autant d'habitants à Gorée qu'après l'abolition de l'esclavage. C'est à cette période-là qu'il y a eu jusqu'à 6000 habitants à Gorée, à comparer aux 1500 environ habitants d'aujourd'hui. C'était un refuge. Une île comme un refuge, qui accueille désormais des milliers de visiteurs chaque année. Gorée est devenu le lieu symbolique de l'histoire de l'esclavage. Paradoxalement, c'est cette histoire violente entre l'Europe et l'Afrique qui donne aujourd'hui une île à l'image des familles goréennes. Tolérantes, unies et multiconfessionnelles. Je suis chrétien, mais je venais assister au cours de Coran qu'il donnait à mes amis d'enfance, parce que c'est comme ça à Gorée. De la même manière que mes amis musulmans venaient au presbytère pour assister un peu au cours de catéchèse. Donc on a cette chance-là de vivre comme ça, en harmonie avec les différentes confessions. Il n'y avait aucune communauté chrétienne sur Gorée avant l'arrivée des marchands européens, il y a 6 siècles. Et l'on doit la construction de l'église Saint-Charles-Borromée aux Signares, qui ont entièrement financé l'édifice au XIXe siècle. La mosquée est à 2 pas de l'église. Il n'est pas rare d'y croiser le maire de Gorée, pourtant catholique, et le prêtre aussi. Chacun accepte l'autre et son histoire. De génération en génération, les Goréens ont toujours pris conscience qu'ils étaient dépositaires d'une histoire très forte, très marquée, très triste, parce qu'il s'agissait quand même de la souffrance d'une partie de la communauté humaine. J'ai, comme beaucoup d'autres jeunes de mon âge, été guide. Cet exercice-là
de chaque fois accueillir le touriste, leur raconter l'histoire des bâtiments, en disant aux touristes que bon, dans cette île-là, chaque pierre a une histoire, etc. On vit ça dès le bas âge, comme on apprend à nager dès le bas âge, parce que c'est notre milieu naturel. L'île est devenue une île mémoire, une terre de pèlerinage inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et le paradis des pêcheurs, des Dakarois et des touristes. Allez, retour sur le continent et comme promis, c'est le moment de rejoindre le quartier de Wakam, près de l'océan. Il a longtemps été synonyme de champ de manioc ou de gombos, jusqu'au jour où de mystérieuses bulles en béton se sont mises à pousser comme des champignons. C'est l'incontournable. Dans l'ouest de Dakar, la capitale sénégalaise, impossible de rater le quartier de Wakam. Il est flanqué de 2 phares. Le premier protège la baie des Mamelles, l'autre est un manifeste. C'est le monument de la Renaissance africaine. Il s'agit d'une statue de cuivre et de bronze, haute de 52 mètres, réalisée pour le cinquantenaire de l'indépendance du pays en 2010. Elle représente un couple et son enfant, dont les corps s'élancent vers le ciel. Le quartier de Wakam s'étend face à l'océan Atlantique et ressemble encore à un village. Ses maisons basses et ses chemins de sable au milieu des fleurs et des animaux en font l'un des quartiers les plus agréables de la ville. Incontournable Wakam, qui a été à la pointe de l'architecture mondiale. L'architecte Xavier Ricou revient sur cette aventure stylistique. Avant les années 50, c'était pas un quartier, c'était un petit village traditionnel. On appelait ça la plaine de Wakam. En fait, c'était une grande plaine vide, pleine de baobabs. Il n'y avait pas d'urbanisation du tout. Quand on venait ici, on était déjà à la campagne par rapport au centre-ville. Mais les baobabs vont bientôt devoir laisser place à un projet immobilier d'envergure. À Dakar, sur le port même, d'immenses travaux sont en cours. Tandis qu'en ville, les bâtiments du nouveau marché disent la réussite d'un programme de construction sans cesse réalisé et sans cesse étendu. À partir des années 46, on fait le véritable plan directeur de Dakar. On planifie le futur et donc on va vouloir une nouvelle université, tous les nouveaux équipements, un nouveau théâtre, etc., etc. Tout ce qui va permettre à la ville de fonctionner. Et surtout, on imagine une ville idéale dans laquelle les populations, quelles qu'elles soient, pourront trouver un idéal pour vivre. Dans les années 50, Dakar est encore une colonie française. C'est une vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Elle doit refléter ce savoir-faire français, colonial de l'époque, l'empire triomphant, enfin c'est toutes ces valeurs qui doivent être reflétées dans la ville. Un peu partout, des immeubles de 10 et 12 étages se profilent sur le ciel de Dakar, contribuant à modifier le visage traditionnel de la ville pour en faire l'une des plus modernes d'Afrique. La France poursuit en AOF le but qu'elle s'était fixé, bâtir pour l'avenir. Énormément de populations arrivent des campagnes, arrivent de l'intérieur du pays, pour participer à ce boom économique, pour construire, pour profiter des retombées de l'activité du port, du boom économique de l'arachide, tout simplement. Énormément de personnes arrivent et ces personnes, il faut les loger. Pour les populations les plus pauvres qui affluent à Wakam, la ville imagine des logements à moindre coût. Un projet immobilier venu de loin va tomber à pic, celui de Wallace Neff, un architecte californien. Après avoir dessiné des maisons luxueuses pour les plus grandes stars hollywoodiennes, Wallace Neff vise un nouveau secteur, les constructions efficaces et économiques. Il veut concevoir des logements sociaux, adaptables dans tous les pays en développement. Il décide alors d'apporter sa contribution à l'élan immobilier dakarois. Wallace Neff a inventé un procédé de construction assez innovant, enfin même très innovant pour l'époque, à partir de béton, et qui permettait d'aboutir à la construction de bâtiments qui revenaient pas cher, ou en tout cas moins cher qu'un habitat traditionnel, et qu'on pouvait surtout construire extrêmement vite. Le procédé est très simple. Sur une plateforme en ciment, on gonfle un ballon en caoutchouc sur lequel on va former un treillis métallique. Par-dessus cette structure provisoire, du béton est projeté. Une fois le béton sec, le ballon est retiré. La méthode est baptisée Airform. Et elle est d'une rentabilité à toute épreuve. Wallace Neff exporte son modèle de maison bulle partout dans le monde.
Mais le Sénégal fait office de laboratoire à grande échelle, avec près de 1200 bulles construites. À l'époque, on pouvait faire 3 maisons comme celle-ci en une seule journée, ce qui a permis effectivement de construire très très rapidement ce type d'habitat. Les maisons de Wallace Neff à Dakar sont en décalage total avec l'esprit architectural du moment. Ça ressemblait à de la science-fiction pour tout le monde. C'est une époque où on construisait de façon plutôt orthogonale, avec des lignes très épurées, et on se retrouvait tout d'un coup avec ce paysage de science-fiction, en plus perdu dans la brousse, puisqu'on était loin de la ville. Donc ça a pas mal parlé à l'époque, il y a eu pas mal de réticences, pas mal de discussions, parce qu'on n'avait pas beaucoup de recul par rapport au procédé. On se demandait si ça allait durer longtemps, si ça allait être confortable, si les populations allaient l'accepter. Des maisons bulles, très vite surnommées les maisons nichons par leurs habitants, amusés et en même temps incrédules. Il est clair que ce n'était pas forcément très adapté à la composition réelle des familles. Il y avait une chambre de parents, une chambre pour chacun des enfants. Puis aussitôt que la famille s'agrandissait, ça devenait un petit peu compliqué. C'était une vision un peu idéalisée de ce que devait être l'habitat des populations les plus modestes. À la fin des années 50, le souffle retombe. À Wakam, le modèle de Wallace Neff laissera la place aux habitations hautes et rectilignes. Aujourd'hui, il ne reste que quelques-unes de ces maisons bulles qui sont toujours habitées et intégrées aux constructions récentes. Ça fait presque 70 ans qu'elles existent. Ces personnes qui y habitent aujourd'hui, ils sont nés. Leurs parents, ils sont nés souvent. Le quartier porte le nom des maisons. On les appelle le quartier boule. Ça fait partie de leur identité maintenant, en quelque sorte. Et donc, elles ont conscience de la nécessité, ou en tout cas de l'intérêt que ça peut avoir, de préserver ce type de maison. En France, en Europe, au Brésil ou encore aux États-Unis, ces maisons ovoïdales et harmonieuses sont redevenues à la mode. Et là-bas, elles s'arrachent à prix d'or. Et voilà, ces maisons bulles vous ont peut-être donné envie de vous installer au Sénégal, du moins d'y faire un tour en vacances. Alors si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur la page Facebook ou l'Instagram de l'émission, ça sera parfait. On se retrouve lundi pour 3 nouvelles aventures. Et comme on dit au Sénégal, Babé Nagnon.